sans plus tarder à Fatimata, qui elle aussi aura, si elle le veut, 15 minutes et plus. Mais je ne peux m'empêcher de dire qu'on est entouré par 2 Senghor. Mais le miracle du Sénégal, c'est qu'un Senghor est Sérère, l'autre Senghor est Diola. Ça, il faut le noter. Merci. Alors, je ne pensais pas que la traîtrise viendrait de mon camp. C'est un halpulaar qui m'a mise entre 2 Senghor, sous l'ombre d'un autre Senghor que tout le monde connaît. Mais bon, je l'accepte. Alors, mesdames et messieurs, amis du gingembre, je suis ravie d'être parmi vous. Je salue toutes les personnalités éminentes qui sont là. Je ne saurais les citer toutes, de peur d'en oublier, mais je suis émue d'être face aux 2 dames qui étaient avec moi lors du premier gingembre du Sénégal. Il y a 4 vieillards dans le vent. Nous étions 4 dames, bien dans le vent aussi, à la fleur de l'âge, dans une salle plus que comble à Rufisque. Il y avait Aminata Soufal, il y avait Maria Mandoy, il y avait Ramatou Seksamb et il y avait moi-même. Alors je suis émue par la présence d'Ismaël Lo et de Mahawa Kouyaté pour des raisons différentes. Ismaël Lo parce qu'il a chanté une chanson que je me remettais en boucle et que tous mes amoureux de quand j'avais 20 ans me chantaient. Et donc ils me chantaient tous cette chanson et elle m'est restée en tête. Quant à Mahawa Kouyaté, je trouvais qu'elle avait la plus belle voix du monde, qu'elle était la plus belle femme du monde et je l'admirais profondément. Alors, donc, je salue toutes les personnalités qui sont venues ici par pure générosité. Une générosité que le créateur du gingembre littéraire, El Hadj Gorgui Wade Ndoye, s'est conjugué dans tous les espaces. Lui qui a décidé de me coincer donc entre les 2 Senghor qui sont là. Donc, je n'en dirai pas plus sur eux, mais comment déployer une parole audible entre ces fromagers géants aux racines profondes. Permettez-moi donc de rendre hommage à la bienveillante sagacité de Gorgui, à sa créativité, à son énergie débordante, lui qui a su créer un gingembre avec le gingembre littéraire, un creuset de savoir, de rencontres et de réflexions. Permettez-moi également de rendre hommage à mon grand frère, mon aîné. Dans la vie comme dans la littérature, rien n'est fortuit, il se nomme Racine et se prénomme Senghor. Est-ce qu'on peut faire mieux? Je saluerai également mon grand frère, Amadou Tidiane Wane, qui est mon ami, mon beau-frère et mon frère. Alors, Abdoulaye Racine Senghor, qui est là, à qui on va rendre hommage bientôt lors d'une nuit que je vous invite tous à venir partager avec nous, est une figure tutélaire des lettres sénégalaises qui puise au cœur du Sine Saloum pour embraser le reste de l'univers avec une œuvre variée et généreuse. Combien de rêves préfacés et de silences post-facés dans l'ombre ou dans la lumière, toujours dans la bienveillance. Je disais que porter le nom de Senghor n'était jamais anodin dans un pays couramment appelé par les étrangers pays de Senghor. Chère Inès, vous portez ce nom avec beaucoup de grâce. C'est ce que j'ai pensé à la lecture de votre premier roman, Le miel du crabe. Mesdames et messieurs, prendre la parole dans cet exceptionnel gingembre littéraire, c'est accepter de goûter au piquant de ce rhizome pour mieux réveiller l'âme. Je me garderai pour le moment, malgré mon envie pressante, de faire un rapprochement hasardeux entre ce rhizome et l'identité qui nous intéresse aujourd'hui. En tout cas, Gorgui, je te félicite d'emblée d'avoir bâti à travers cette institution de la pensée un rempart contre ce que Amin Malouf nommait
les identités meurtrières. Car ici, on apprend à être avec le monde et non contre lui, à forger des identités fortes parce que sereines et ancrées parce qu'ouvertes. Si on entre maintenant dans l'univers, j'allais dire dans la maison d'Inès, parce que je ne peux pas me retenir de filer la métaphore, évidemment, pardonnez-moi, Inès est architecte, donc c'est facile de dire qu'elle est au seuil, qu'elle bâtit une maison, que les fondations, etc. Bon, je vais me retenir. Chère Inès, en t'accueillant pour la première fois au Sénégal en tant qu'autrice, Gorgui nous offre un délice double. Tout d'abord, faire entendre la voix de la littérature dans ce cadre enchanteur et titiller nos papilles en ces temps de fête où gingembre, crabe et miel forment une salade bien fraîche, parfaitement adaptée aux tables les plus raffinées. Attention les gourmands, le roman d'Inès n'a rien à voir avec la cuisine, du moins pas celle que l'on entend traditionnellement. Le roman d'Inès est une saga familiale qui se déroule sur plusieurs théâtres, plusieurs époques, plusieurs contextes politiques, traversés par un point commun, la guerre. La guerre en Yougoslavie, tout d'abord, où la jeune Théa voit une partie de sa famille engloutie par des bombes au seuil du XXIe siècle. La guerre en Casamance, d'où est originaire Basile. La guerre en France, où Aristide, le tirailleur sénégalais, donnera toute sa saveur au titre énigmatique de ce roman. La guerre en Croatie, où Lazare survit à un effroyable massacre et devient un héros malgré lui d'un conflit qui le dépasse. Ma première réaction en lisant ton livre, Inès, est de me dire qu'il vaut bien son prix. Il ne vaut que 20 €, je vous signale, il fait 330 pages. Ouais. Et à l'intérieur de ces 330 pages, il y a une densité émotionnelle, documentaire, poétique, qui est énorme. Je me suis dit qu'il m'avait économisé la lecture de plusieurs pavés de livres d'histoire pour comprendre les événements cruciaux du XXe siècle. Il m'a fallu le relire plusieurs fois, malgré le temps court, pour comprendre les liens entre les différents personnages, leur progression dans le récit, la diversité des points de vue, le croisement des genres et la puissance d'une langue maîtrisée, bien qu'émaillée de vocables wolof, diola, serbe. Dans un premier roman, on cherche à atteindre l'exhaustivité, mais celle-ci est-elle seulement possible? La grande histoire des conflits du monde, théâtre des histoires individuelles et de celles des peuples. Il fallait vraiment être architecte pour en avoir une vision claire et une mise en mots presque musicale à la manière d'un chef d'orchestre qui ne se priverait pas de solos impromptus sans briser l'harmonie de l'ensemble. Dans l'étau de l'histoire, entre deux hommes que tout devrait opposer, il y a le récit qui donne son titre au roman et en constitue l'acmé. C'est à la page 366, le roman compte 330 pages. À la page 166, excusez-moi, le roman compte 330 pages. Ce récit, ce conte, plutôt, suspend le cours attendu des choses. Et cet instant crucial qui désarme ce qui semblait inéluctable illustre merveilleusement le thème de la construction des identités. Car la littérature n'est pas seulement l'ombre qui accompagne la marche de la vie. Elle est une ombre active qui parfois s'interpose, modifie la trajectoire, propose une bifurcation heureuse là où le chemin ne menait qu'à l'impasse. Dans l'architecture complexe du roman, les identités se construisent dans la dureté de la lutte, dans le sel de l'exil, dans les blessures de l'être, qui portent en elles les possibilités d'une métamorphose intime, capable d'extraire le plus doux de notre humanité, j'allais pas dire le miel de notre humanité. Car l'identité est loin d'être un héritage passif. Elle est en perpétuelle négociation. C'est une spirale plutôt qu'une ligne droite. Elle se construit entre la génération et celle du désir. Elle revient toujours au centre, enrichie par les vents de l'ailleurs
Étymologiquement, pourtant, les personnages d'Inès, de ce roman, ont l'identité constamment retissée, recomposée par les récits qui les traversent. D'un point de vue ontologique, la carapace du crabe pourrait symboliser la clôture identitaire. Pourtant, dans la vulnérabilité, la bête à pince accepte d'en perdre une pour survivre. Amin Malouf nous avait avertis dans les identités meurtrières. Dès que l'on réduit une identité à une seule appartenance, on prépare le terrain à la guerre. Les identités deviennent meurtrières lorsqu'elles ne se parlent plus qu'à elles-mêmes. Dès lors, les identités métisses apparaissent comme une symphonie de réalités complexes où les contradictions apparentes coexistent et génèrent de l'inattendu et du nouveau. Comme cette irruption des Jackson 5 à Dakar, cette amitié incroyable entre Basile et Michael, mon idole, qui accentue la portée symbolique du dialogue des cultures dans l'œuvre. En mêlant des récits d'ailleurs aux expériences sénégalaises typiques, le roman d'Inès nous éclaire sur le sens étymologique d'un mot très commun, la diaspora. Nous sortons de la journée de la diaspora. Du grec diaspeirein, semé à travers, la diaspora fonctionne comme un réseau de récits. Que sème-t-on à travers les continents et les générations, si ce n'est des récits, des histoires qui voyagent et germent sous des cieux étrangers? La littérature devient alors cette ombre active et structurée qui capture les récits flottants ayant traversé des océans, peut-être déformés par l'exil, mais préservés dans leur noyau essentiel. Je ne peux dévoiler qu'un bout du récit d'Inès. Le reste appartient à l'intimité de votre lecture. Je conclurai en disant que nos identités ne sont pas des prisons, mais des chantiers en perpétuelle mutation, que les histoires portées en nous et par le biais de la littérature, qu'elles soient héritées, acquises, voire inventées, contiennent peut-être la clé de nos métamorphoses souhaitées. Je vous invite donc à accueillir l'écume et à ne pas la craindre, à accueillir la mue comme le crabe jette quelquefois sa carapace, à laisser le miel de nos cultures adoucir l'amertume des mondes clos, car la littérature n'est-elle pas cette ombre active qui nous suit, mais quelquefois nous devance pour dessiner sous nos pas des possibles improbables. Merci pour votre attention.